Salut à tous! Aujourd'hui, plongeons dans l'histoire fascinante d'un homme dont le nom résonne à travers les époques. Un personnage clé de la Révolution française et un héros de l'indépendance américaine, le marquis de Lafayette. De son rôle crucial aux côtés de George Washington à sa défense des idéaux républicains en France, Lafayette a laissé une empreinte sur l'histoire mondiale. Préparez-vous à découvrir la vie extraordinaire et l'héritage durable du héros des deux mondes dans cette exploration captivante. Gilbert du Motier, marquis de Lafayette, est né le 6 septembre 1757 au sein du prestigieux château de Chavagnac, niché au cœur de la magnifique région d'Auvergne en France. Fils aîné de Michel Louis Christophe Roche Gilbert Paulette du Motier, marquis de Lafayette, et de Marie-Louise Joly de la Rivière, il grandit dans un environnement empreint de traditions aristocratiques remontant à plusieurs générations. Sa famille, imprégnée de l'histoire glorieuse de la noblesse française, jouissait d'un statut élevé dans la société. Les Lafayette étaient non seulement des propriétaires terriens prospères, mais également des membres éminents de la haute société, s'adonnant au raffinement culturel et artistique de l'époque. Le jeune Gilbert du Motier, héritier de cette illustre lignée, fut ainsi élevé dans un cadre somptueux où la culture, la politique et les responsabilités nobiliaires étaient au cœur de son éducation. Dès son plus jeune âge, Lafayette bénéficia d'une éducation exceptionnelle, dispensée par des précepteurs renommés. Ses cours comprenaient non seulement les disciplines académiques classiques telles que la littérature, la philosophie et les langues étrangères, mais aussi des enseignements spécifiques à la noblesse, tels que l'équitation, l'escrime et les règles du protocole à la cour. Ces années formatrices forgèrent son caractère et aiguisèrent son intelligence, le préparant aux arcanes de la vie aristocratique du XVIIIe siècle. Lafayette, en tant que membre éminent de la noblesse, fut initié très tôt aux intrigues de la cour, où les alliances politiques et les jeux de pouvoir étaient monnaie courante. Son éducation, bien que classique, inclut des enseignements sur la diplomatie, la gestion des domaines familiaux et la science de la guerre, préparant ainsi le jeune marquis aux futures responsabilités qui découleraient de son statut privilégié. L'héritage considérable qui lui revint à la mort de son père en 1771 ajouta à son statut financier déjà enviable, lui permettant de mener une vie d'opulence et de participer activement aux activités sociales de la noblesse. Cependant, cette aisance matérielle ne fit qu'aiguiser son appétit pour des aspirations plus nobles et révolutionnaires, anticipant ainsi le rôle exceptionnel qu'il jouerait dans les événements majeurs qui allaient marquer son époque. Les débuts de la carrière militaire de Lafayette témoignent de sa bravoure précoce et de sa quête incessante pour embrasser des idéaux nobles. Engagé dans l'armée française dès son adolescence, Lafayette se distingua rapidement par son dévouement et ses compétences tactiques. Sa première immersion dans les arcanes militaires le plaça sous le commandement du duc de Broglie, un mentor éclairé qui reconnut rapidement le potentiel exceptionnel de son protégé. À l'âge tendre de 16 ans, Lafayette fut commissionné en tant que sous-lieutenant dans les mousquetaires du roi, marquant ainsi le début d'une carrière militaire prometteuse. Sa participation dans diverses campagnes militaires françaises lui permit d'acquérir une expérience précieuse sur le terrain et de développer ses compétences en stratégie et en commandement. En 1777, à un moment crucial de la guerre d'indépendance américaine, Lafayette, âgé de seulement 19 ans, reçut des échos des luttes des colons américains pour leur liberté naissante. Profondément inspiré par l'idéal de liberté incarné par ces révolutionnaires outre-Atlantique, Lafayette ressentit un appel irrépressible à soutenir leur cause. Néanmoins, les autorités françaises, craignant des complications diplomatiques avec la Grande-Bretagne, émirent des restrictions formelles contre tout engagement militaire étranger. Intrépide et déterminé, Lafayette, contre vents et marées, mobilisa ses propres ressources financières et entreprit l'organisation minutieuse de son voyage clandestin vers l'Amérique. Sa quête de liberté et de justice l'amena à franchir l'Atlantique, à bord du navire La Victoire, déguisé sous le pseudonyme du Chevalier de Lafayette, afin d'éviter les représailles diplomatiques françaises. Sa démarche audacieuse, non seulement pour outrepasser les restrictions gouvernementales, mais aussi pour embrasser une cause étrangère avec tant de ferveur, reflète la profonde conviction idéologique de Lafayette. Ce voyage périlleux et clandestin vers l'Amérique marque le début d'une aventure extraordinaire qui non seulement façonnera sa destinée personnelle, mais contribuera également de manière significative à l'histoire de la guerre d'indépendance américaine. Arrivant en Amérique en juin 1777, Lafayette, après une traversée de 7 semaines, débarque le 13 juin à South Inlet, près de Georgetown. Là, il vend des fusils aux autorités de Géorgie pour armer la milice locale. Imprégnant ses compagnons d'un serment de victoire ou de mort, il fait la rencontre du major Benjamin Huger, un riche propriétaire terrien.
Les deux hommes passent 2 semaines ensemble avant que Lafayette ne poursuive son périple vers Philadelphie, alors la capitale des insurgés. Au cours de ce voyage, Lafayette, avide d'apprendre, s'initie au rudiment de l'anglais, une compétence qu'il perfectionnera en 1 an. Son engagement maçonnique et la recommandation de Benjamin Franklin, le représentant américain en France, ouvrent de nombreuses portes à Philadelphie. Offrant ses services gratuitement, il est intégré au grade de major général par le Congrès le 31 juillet. Lorsque le général Washington, commandant en chef de l'armée continentale, arrive à Philadelphie pour rendre compte de la situation militaire, Lafayette le rencontre le 5 août 1777. Une connexion presque immédiate s'établit entre les deux hommes. Washington, impressionné par l'enthousiasme du jeune marquis et influencé favorablement par leurs liens maçonniques, invite Lafayette à rejoindre son camp. Malgré un malentendu sur son statut, considéré par le Congrès comme honorifique alors qu'il se voit comme un officier à part entière, Lafayette est affecté à l'état-major. Face à l'embarras de Washington concernant l'état de ses troupes, Lafayette, humble, répond « Je ne suis pas là pour enseigner, je suis là pour apprendre ». Bien que le Congrès le considère initialement avec un grade honorifique, Washington, admiratif, souhaite le garder à ses côtés en tant qu'ami et père, même s'il lui explique que diriger une division serait compliqué en raison de la naissance étrangère de Lafayette. Entre septembre 1777 et mars 1778, Lafayette s'illustre dans plusieurs engagements clés, marquant ainsi ses premiers pas sur le théâtre de la guerre américaine. La première épreuve survient lors de la bataille de Brandywine le 11 septembre 1777. Le général britannique William Howe, planifiant d'attaquer Philadelphie, choisit une approche stratégique en faisant converger ses troupes du sud par la baie de Chesapeake, contournant ainsi la baie de Delaware, fortement défendue. Confronté à une débâcle de ses troupes face à l'armée britannique, George Washington déploie Lafayette auprès du général John Sullivan. À son arrivée, Lafayette rallie la 3e brigade de Pennsylvanie sous le commandement du général Thomas Conway. Face à une supériorité numérique écrasante des forces britanniques, y compris des mercenaires allemands, Lafayette joue un rôle crucial pendant la retraite, organisant la brigade pour un repli plus ordonné. Cependant, il n'échappe pas aux vicissitudes du champ de bataille, étant touché à la jambe par une balle. Après cette bataille, Washington loue le courage et la détermination de Lafayette dans une lettre au Congrès, le recommandant également pour prendre la tête d'une division. Malheureusement, les forces insurgées évacuent Philadelphie peu de temps après, ce qui entrave la réalisation de cette promotion. Lafayette, après une convalescence de 2 mois chez les frères Moraves de Bethléem, en Pennsylvanie, reprend le commandement de la division du général Adam Stephen en novembre. Il assiste le général Nathanael Greene dans la reconnaissance des positions britanniques dans le New Jersey et remporte une victoire significative à Gloucester le 24 novembre, défaisant des mercenaires allemands supérieurs en nombre. Durant l'hiver de 1777 à 1778, Lafayette partage les conditions difficiles de vie avec ses hommes au camp de Washington à Valley Forge. Pendant cette période, le Conseil de guerre, dirigé par Horatio Gates, charge Lafayette de préparer une invasion du Québec à partir d'Albany, près de New York. Toutefois, confronté à une pénurie de troupes pour cette entreprise, Lafayette informe Washington de la situation à Albany. Revenu à Valley Forge, il critique la décision du Conseil de tenter une invasion du Québec en hiver, une position finalement soutenue par le Congrès continental, conduisant au départ de Gates du Conseil de guerre. En mars 1778, les traités entre la France et les insurgés, reconnaissant formellement l'indépendance des 13 colonies, sont rendus publics, marquant un tournant significatif dans la guerre d'indépendance américaine. De mai 1778 à janvier 1779, Lafayette s'engage dans une série de campagnes marquantes, contribuant activement aux événements qui façonnent le cours de la guerre d'indépendance américaine. Face à la menace d'une intervention française, les Britanniques prennent la décision stratégique de regrouper leurs forces terrestres et navales à New York, amorçant ainsi l'évacuation de Philadelphie en mai 1778. Le 18 mai, Washington confie à Lafayette la mission de reconnaître les environs de Barren Hill en Pennsylvanie, avec une force de 2200 hommes. Rapidement repéré par les Britanniques, Lafayette se retrouve encerclé par 5000 soldats le 19 mai, auxquels s'ajoutent 6000 hommes dirigés par le général Howe le 20 mai. Face à cette pression, Lafayette orchestre un repli stratégique habile en feignant une supériorité numérique. Des soldats, postés sur une colline en Pennsylvanie, tirent périodiquement pour simuler une attaque, permettant aux troupes de Lafayette de s'échapper par une route sinueuse et de traverser la ville de Madson's Ford. Les Britanniques, dupés par cette manœuvre, poursuivent leur marche vers New York. Cette retraite conduit ultérieurement à la bataille de Monmouth dans le New Jersey, où Charles Lee,
désigné par Washington pour mener l'attaque, est finalement relevé de son commandement après une série d'ordres contradictoires. Lafayette, conscient de la gravité de la situation, envoie un messager en urgence à Washington qui rétablit partiellement la situation. Les Britanniques, après avoir subi des pertes significatives, se retirent dans la nuit et regagnent New York sans encombre. En juillet 1778, la flotte française, sous le commandement de l'amiral d'Estaing, arrive dans la baie de Delaware. Un plan conjoint avec Washington vise à attaquer Newport, principale base britannique dans le nord. Lafayette et Nathanael Greene sont envoyés avec 3000 hommes pour participer à l'offensive, mais des tensions émergent avec d'Estaing sur le commandement des forces franco-américaines. Une attaque terrestre sans coordination avec d'Estaing se solde par un échec, accentué par une tempête qui endommage les deux flottes. D'Estaing, plutôt que de soutenir l'offensive terrestre, dirige ses navires vers Boston pour réparation, provoquant l'indignation des habitants. Lafayette, intervenant pour apaiser la colère populaire à Boston, retourne ensuite à Rhode Island pour préparer la retraite rendue nécessaire par le départ de d'Estaing. En reconnaissance de sa bravoure, compétence et prudence, le Congrès continental le cite. Malgré ses aspirations à étendre la guerre contre les Britanniques en Amérique et en Europe sous le drapeau français, ses idées suscitent peu d'intérêt. En octobre 1778, avec l'autorisation de Washington et du Congrès, Lafayette obtient la permission de rentrer en France, recevant une épée de cérémonie du Congrès avant son départ. Bien que retardé par une maladie, il embarque finalement en janvier 1779. Durant son séjour en France de février 1779 à mars 1780, Lafayette s'implique activement dans des initiatives stratégiques tout en naviguant entre les jeux politiques et son statut de héros. À son arrivée à Paris en février, il est astreint à une assignation à résidence de 8 jours pour avoir désobéi au roi en partant en Amérique. Cependant, cette sanction formelle est rapidement reléguée au second plan, car Lafayette est accueilli en héros et reçoit des invitations aux chasses royales. Pendant cette période, il plaide en faveur d'une invasion de la Grande-Bretagne, proposant même de prendre le commandement des forces françaises. L'Espagne, alliée de la France contre les Britanniques, envoie une escadre dans la Manche pour soutenir une éventuelle opération. Bien que positionnée en août 1779, la flotte combinée française et espagnole ne parvient pas à intercepter la flotte britannique, entraînant l'annulation du projet d'invasion en septembre. Cette déconvenue pousse Lafayette à exprimer son désir de retourner en Amérique. Parallèlement, pendant cette période, Lafayette collabore avec Benjamin Franklin pour assurer l'envoi de 6000 soldats français sous le commandement du général Rochambeau. Dans ce contexte, Lafayette envisage de reprendre son rôle de major général des forces américaines, servant de lien stratégique entre Rochambeau et Washington. À la fin de l'année, un événement heureux vient marquer la vie de Lafayette, avec la naissance de son fils le 24 décembre, prénommé George Washington, en l'honneur de son illustre collègue américain. En mars 1780, Lafayette prend la mer pour repartir en Amérique. Embarquant à Rochefort, à bord de la frégate Hermione, il atteint Boston le 27 avril, marquant ainsi son retour sur le sol américain. De 1780 à 1781, Lafayette effectue son deuxième séjour en Amérique. À son arrivée à Boston, il est acclamé comme le sauveur de la nation. À Morristown, il informe Washington de l'arrivée imminente de renforts français. La flotte française arrive, mais les promesses ne sont pas totalement tenues, menant à des tensions entre Lafayette et Rochambeau. Lafayette, mécontent de l'attentisme de Rochambeau, conçoit des plans ambitieux, mais ceux-ci sont désapprouvés, provoquant des désaccords. Washington conseille la patience à Lafayette. Pendant l'été 1780, Lafayette est chargé de surveiller le nord du New Jersey, mais son unité est dissoute en novembre, sans action significative. Les insurgés subissent des revers, notamment la défection de Benedict Arnold. Lafayette passe l'hiver à Philadelphie, puis, après la victoire à Coppens en janvier 1781, il est chargé de reformer sa division et de rejoindre von Steuben dans le sud pour attaquer les Britanniques dirigés par Arnold. Néanmoins, des obstacles maritimes entravent le plan, et von Steuben propose un nouveau plan à Washington pour piéger l'armée britannique à Yorktown. Lafayette, sans nouveaux ordres, se dirige vers Philadelphie, mais est assigné au commandement militaire de la Virginie en cours de route. Inquiet d'être écarté des batailles cruciales, il demande une réaffectation, sans succès. La correspondance de Lafayette avec l'ambassadeur de France à Philadelphie conduit à un soutien massif de la France, crucial dans les batailles à venir. Pendant ce temps, Washington prépare secrètement une bataille avec Cornwallis, cachant l'information à Lafayette pour éviter toute interception de messages. En juin 1781, Lafayette réussit à échapper à une tentative de capture menée par Cornwallis à Richmond. À cette époque,
Cornwallis reçoit l'ordre de construire un port dans la baie de Chesapeake, en vue d'une attaque terrestre sur Philadelphie. Alors que les colonnes britanniques sont en déplacement, Lafayette déploie une petite unité pour attaquer soudainement leur arrière-garde et les convois de ravitaillement. Cette manœuvre crée l'illusion de forces plus nombreuses que celles dont ils disposent réellement. Le 4 juillet, les Britanniques quittent Williamsburg et se préparent à traverser la James River. Cornwallis envoie une unité en avant-garde sur la rive sud, tout en gardant la majeure partie de ses forces sur la rive nord, dissimulées dans une forêt. Son objectif est de tendre une embuscade à Lafayette. Le 6 juillet, Lafayette ordonne au général Anthony Wayne d'attaquer les forces britanniques dans la forêt avec 800 hommes. Bien qu'étant en infériorité numérique, Wayne mène une charge à la baïonnette qui retarde les Britanniques, les empêchant de poursuivre les Américains. Bien que la bataille de Green Spring soit remportée par Cornwallis, le courage démontré par les hommes de Wayne renforce le moral des Américains. En août, Cornwallis établit ses troupes à Yorktown, tandis que Lafayette prend position sur la Malvern Hill, plaçant son artillerie sur cette colline et encerclant les forces britanniques proches de la rivière York, chargées de construire des fortifications pour protéger la flotte à Hampton Roads. L'encerclement réalisé par le général français piège les Britanniques lorsque la flotte française arrive et remporte la bataille de la baie de Chesapeake, privant Cornwallis de sa protection navale. Le 14 septembre 1781, Washington et ses troupes rejoignent celles de Lafayette. Le 28 septembre, avec la flotte française bloquant l'accès naval, la force terrestre entame le siège de Yorktown. Le 14 octobre, Lafayette et 400 hommes prennent la redoute 9, tandis qu'Alexander Hamilton et ses soldats s'emparent de la redoute 10 au corps à corps, deux éléments cruciaux de la défense britannique. Après une contre-attaque vaine, Cornwallis se rend le 19 octobre 1781. Le 3 septembre 1783, à Paris, a été signé le traité de paix de Paris, mettant ainsi fin à la guerre d'indépendance des États-Unis. Simultanément, à Versailles, le traité de Versailles a également été signé. Les délégués des 13 colonies américaines et les représentants britanniques étaient les signataires de ce traité. Par le biais de cet accord, la Grande-Bretagne a officiellement reconnu l'indépendance des États-Unis d'Amérique. À son retour en France, fin 1781, après son rôle crucial dans la guerre d'indépendance américaine, Lafayette est accueilli en héros et entre rapidement dans le tourbillon des bouleversements politiques de la Révolution française. En 1789, il est élu député aux États généraux, qui se transforment ensuite en Assemblée nationale constituante. Lafayette se distingue par son engagement actif dans cette assemblée, cherchant à influencer les réformes politiques et sociales qui allaient redéfinir radicalement le paysage politique français. Sa notoriété acquise lors de la guerre d'indépendance américaine lui confère une position influente au sein de l'Assemblée, où il devient un partisan de l'égalité des droits, de la liberté individuelle et du système représentatif. Cependant, malgré ses convictions modérées, Lafayette se trouve souvent en désaccord avec les factions radicales au sein de l'Assemblée. Ses idées en faveur d'une monarchie constitutionnelle limitée et d'une transition pacifique contrastent avec les aspirations plus radicales de certains révolutionnaires. Ces divergences d'opinion suscitent des critiques et des tensions politiques, qui se traduisent par des périodes d'emprisonnement pour Lafayette. Pendant les turbulences politiques de la Révolution française, notamment pendant la période de la Terreur, Lafayette est confronté à des défis considérables. Ses positions modérées, son attachement à la monarchie constitutionnelle et son refus de soutenir des mesures plus radicales le placent souvent en porte-à-faux avec les forces politiques changeantes. En 1792, il tente même de fuir la France pour éviter d'être emprisonné par les factions radicales, mais il est capturé par les Autrichiens et restera en captivité jusqu'en 1797. L'engagement politique de Lafayette en France pendant la Révolution reflète sa constante défense des idéaux de liberté et d'égalité, bien qu'il ait été confronté à des périodes difficiles en raison de ses positions modérées au sein d'un contexte politique de plus en plus radical et instable. Son parcours politique illustre les complexités et les défis auxquels étaient confrontés les acteurs modérés au cours de la Révolution française. Il a été libéré en 1797 à la suite des négociations diplomatiques entre les autorités françaises et autrichiennes. Sa libération a été rendue possible en partie grâce à l'intervention d'autres nations européennes et à des changements dans l'équilibre politique en Europe. Cependant, sa période d'emprisonnement et d'exil a laissé des séquelles profondes sur sa santé physique et mentale. Après sa libération, Lafayette a choisi de se retirer de la politique active et a vécu en retrait pendant une grande partie du régime napoléonien. Sa méfiance envers Napoléon Bonaparte et son attachement aux idéaux républicains modérés l'ont conduit à rester en marge de la sphère politique, dominée par Napoléon.
Le retour de Lafayette sur la scène politique a eu lieu en 1815, lors des 100 jours, une période marquée par le retour de Napoléon au pouvoir après son évasion de l'île d'Elbe. À ce moment-là, Lafayette a rallié la cause de la monarchie constitutionnelle, cherchant à promouvoir un équilibre entre le pouvoir royal et les droits et libertés du peuple. Son soutien à la monarchie constitutionnelle pendant les 100 jours illustre sa persistance à défendre des principes politiques modérés, même dans un contexte politique instable et changeant. L'implication de Lafayette pendant les 100 jours n'a pas seulement été motivée par des considérations politiques, mais aussi par son désir de préserver les idéaux républicains modérés qui avaient animé son engagement politique tout au long de la Révolution française. Son retour sur la scène politique à cette époque témoigne de sa constance dans la défense des principes démocratiques et constitutionnels, même face aux bouleversements politiques et aux défis personnels qu'il a rencontrés au fil des années. L'héritage de Lafayette en tant que héros des deux côtés de l'Atlantique était indéniable. Aux États-Unis, il était considéré comme un ami et un bienfaiteur de la nation, recevant un accueil chaleureux lors de ses visites. En France, il était respecté pour son rôle pendant la Révolution française et était parfois surnommé le héros des deux mondes, en raison de sa contribution à la cause de l'indépendance américaine et de ses efforts en faveur de la liberté en France. Lafayette a également continué à exprimer ses préoccupations humanitaires. Il s'est impliqué activement dans des causes philanthropiques et a plaidé en faveur de l'abolition de l'esclavage, mettant en lumière sa vision progressiste et humaniste. Il est décédé le 20 mai 1834 à Paris, laissant derrière lui un héritage durable en tant que figure emblématique de la liberté. Sa vie, marquée par un engagement passionné en faveur de la liberté et ses actions tant sur le champ de bataille qu'au sein des arènes politiques tumultueuses de son époque, reste un exemple inspirant de dévouement envers les idéaux démocratiques. Son nom est à jamais associé à la lutte pour les droits de l'homme et la liberté, et sa mémoire est célébrée tant en France qu'aux États-Unis, où son rôle pendant la guerre d'indépendance demeure un témoignage de son impact durable sur l'histoire du monde. Et vous, quel est votre avis ? Partagez-le dans les commentaires. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner pour plus de récits captivants et terrifiants. Vous pouvez également soutenir la chaîne en devenant membre en cliquant sur le bouton rejoindre. Merci de m'avoir rejoint aujourd'hui, et à bientôt!